Yo l'équipe, c'est Oudinho, j'espère que vous allez bien. Bon, je suis un peu dégoûté, j'ai pas pu tourner de vidéo débrief sur le match de l'équipe de France, le quart de finale contre l'Argentine. Je suis dégoûté à cause d'un problème de PC, mais bon, tout ce que je peux dire, c'est que c'est un match qui rentre clairement dans l'histoire de l'équipe de France. Kylian Mbappé, à 19 ans seulement, il continue d'écrire sa légende. La preuve, hein, après le match, t'as Puyol, Baresi, Pelé himself, qui tweet à son sujet, donc ça veut tout dire. Ce petit-là, je vais pas vous rappeler ce qu'il a fait pendant le match, hein, je pense que tout le monde est au courant, mais c'est du degré du légendaire. Donc voilà, tout ce que je peux dire sur ce match-là. Mais aujourd'hui, la vidéo va être axée autour des matchs des quarts de finale Russie, Espagne et Croatie-Danemark, parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à dire. Je vais commencer directement avec le match de l'Espagne. Bon, première chose que je peux dire, encore une fois, grosse surprise. Je sais même pas si on peut appeler encore ça des surprises dans cette Coupe du Monde, tellement ça devient la banalité. Trop eu de surprises depuis le début de ce mondial, donc l'élimination de l'Espagne fait partie de l'ordre du banal, limite. Après l'Allemagne, maintenant l'Espagne, donc voilà, c'est même plus des surprises. Enfin bref, ça y est, c'est officiel. On a eu le match le plus ennuyeux de la Coupe du Monde depuis le début de ce mondial. Je pensais que le match France-Danemark, on pouvait pas faire pire, mais là, je me suis jamais autant ennuyé devant un match de foot de ce niveau-là. Dans une Coupe du Monde ou en Ligue des Champions, etc., quand le niveau est vraiment haut, quoi. Et ça se justifie par deux raisons. De un, d'un côté, t'as l'Espagne qui joue, mais qui joue, comment dire, je crois que Ramos, Piqué et Busquets, ils ont dû se faire à eux seuls 500 passes. J'ai vu qu'au total sur le match, l'équipe d'Espagne s'est fait environ 1000 passes. À eux seuls, ils se sont fait la moitié. Ils ont fait une passe à 10 tout le match. Pourquoi? Parce qu'en face, t'avais une équipe de Russie, clairement, qui refusait le jeu. Et je vois beaucoup de gens qui tapent un peu sur la Russie dans le sens où ils ont rien proposé, ils ont pas joué, ils ont refusé le jeu, ils ont fermé le jeu. Mais vous vouliez qu'ils fassent quoi, les Russes? En face, t'as une équipe espagnole, tu sais que leur jeu, leur identité de jeu, c'est le tiki-taka, la possession de balle, etc. Tu leur laisses le ballon et toi tu te charges de fermer les intervalles, fermer les espaces, de bloquer, on va dire, Diego Costa, de l'isoler, parce que c'est ce qu'ils ont très bien fait. Ils ont vraiment isolé Diego Costa, il a eu très peu de ballons à jouer intéressants, et le but espagnol vient sur un coup de pied arrêté, en fait, un CSC d'Ignacevic, d'ailleurs qui fait faute en même temps sur Ramos, donc le fait qu'il marque, etc., ça... Il n'y a pas d'impact au niveau de la faute. Mais voilà, le match, il était vraiment d'un ennui mortel. Ensuite, t'as la Russie qui marque sur penalty, justifié. Je crois que l'école barcelonaise au niveau de la défense, je sais pas s'ils apprennent à leurs défenseurs de sauter avec le bras en avant, parce qu'après Umtiti, t'as Piqué qui fait ça. Donc penalty justifié, que je crois que c'est Djouba qui le marque. C'était quoi? C'était 10 minutes après l'ouverture du score espagnol. Et puis après, plus rien quoi, plus rien. La Russie, clairement, après l'égalisation, s'est dit, les gars, on va au penalty. On ne peut pas marquer, même s'ils ont eu une ou deux mini-occasions par le biais de Golovin. Vraiment, c'est la seule lueur dans cette équipe. Mais sinon, à part ça, vraiment un jeu très stéréotypé du côté des Espagnols. En fait, le problème, c'est qu'ils veulent continuer à faire le jeu du Barça, qui a fait la grandeur du Barça dans les années 2009, 2010, 2011, même 2012, qui était aussi le jeu de l'Espagne à cette même époque-là. D'ailleurs, ils ont gagné Euro, Coupe du Monde Euro, grâce au jeu et à l'identité du Barça. Mais le problème, c'est qu'ils veulent continuer à faire ce jeu, le jeu tiki-taka, sans les joueurs. Xavi n'est plus là. Iniesta, aussi grand qu'il est, il peut plus continuer de jouer avec une telle intensité, etc. Ils ont plus les joueurs de rupture en attaque comme Pedro, David Villa ou Fernando Torres, qui pouvaient prendre la profondeur et ainsi casser les lignes adverses. Et grâce à la qualité de passe des Xavi, Iniesta, trouver des occasions de but. Là, t'as plus ça, t'as un joueur en pivot, c'était une passe à 10. C'était un schéma de hand, il se faisait la passe autour de la surface. Le seul joueur qui tentait des choses, qui tentait de créer des décalages, etc., c'est Isco. Ça manque clairement de joueurs de rupture dans cette équipe, et les joueurs de rupture, ils les ont en plus. Quand je pense à Rodrigo, mais ils l'ont fait rentrer beaucoup trop tard. Même Iago Aspas, qui est un joueur qui prend un peu plus la profondeur qu'un Diego Costa, pareil, il est rentré un petit peu plus trop tard. Donc voilà, tout ça a fait que l'Espagne n'a pas réussi à trouver la faille face à la Russie. La Russie, elle s'est régalée, elle avait juste à coulisser correctement, se placer là où il fallait au bon moment, faire du marquage individuel sur Diego Costa, le tenir en tenaille, et c'est bon. J'ai même entendu dire, ouais, les Russes, avec tout l'historique des sportifs russes par rapport au dopage, etc., ouais, les Russes, ils étaient dopés, etc. Mais n'importe quoi, jamais de la vie. À la 80e, les mecs, ils avaient tous des crampes, ils se tenaient les muscles, etc. Non, ça me fait rire, moi, les gens qui sous-entendent ça. Donc voilà, et ensuite, séance de penalty. David De Gea, c'est mon gardien préféré, je suis vraiment
vraiment dégoûté pour lui. Il avait fait un arrêt depuis le début de la Coupe du Monde. Un arrêt. Un gardien de ce calibre-là, c'est faible. Je comprends pas comment il a pu passer à travers sa Coupe du Monde, David De Gea. Et bah sur la séance de penalty, bah il en a arrêté 0. Et Akinfeyev en face, bah il en a arrêté 2. Ce qui fait que bah l'Espagne rentre chez elle en même temps que le Portugal, juste après l'Allemagne. C'est vraiment dommage parce que plus on avance et plus les grosses font sortir. On va se dire tant mieux pour l'équipe de France. Hein. Ça sent la restructuration totale au niveau de la fédé espagnole. Parce qu'on peut me dire ce qu'on veut, mais le fait de virer Lopetegui, ok, ce qu'il a fait, c'est vraiment, je vais pas dire impardonnable, parce que voilà, il y a pire dans la vie, mais c'est vraiment grave ce qu'il a fait. Et le fait de le virer, certains disaient oui, une équipe comme l'Espagne, il n'y a pas besoin d'un sélectionneur pour la mener. C'est des joueurs vraiment assez costauds mentalement. C'est des grosses stars qui ont un vécu pas possible. Voilà, ils sont possibles de se gérer tout seul et tout. Mais arrêtez. Tu peux pas faire rouler une Ferrari toute seule, tu vois. T'es obligé d'avoir quelqu'un au volant. Et là, bah, ils ont mis Fernando Hierro, avec tout le respect que je lui dois, mais Fernando Hierro, à part une expérience à Oviedo, en série B espagnole, enfin, Ligue 2 espagnole, bah, son CV, il est maigre. Et donc, je pense que ça a aussi beaucoup joué dans la déroute espagnole dans ce mondial, parce qu'elle a vraiment pas convaincu, à part les 20-30 premières minutes face au Portugal, le reste, bah, c'est nul. Ils ont galéré face à l'Iran, galéré face au Maroc, et là, bah, élimination face à la Russie. Ça va amener, je pense, à un nouveau cycle, parce qu'on arrive à une fin de cycle, Iniesta, même Piqué, même Ramos, ça commence à être vieillissant, etc. Et j'ai hâte de voir la suite, j'ai hâte de voir ce qui nous attend avec l'Espagne, mais voilà, clairement, l'ADN tiki-taka du Barça qui faisait la force de l'Espagne, faut qu'ils oublient parce qu'ils ont plus les joueurs pour ça. Deuxième match de la journée, donc Croatie-Danemark. Bon, personnellement, avant ce match-là, je voyais vraiment la Croatie exploser le Danemark. De ce que j'avais vu de la Croatie et de ce que j'avais vu le Danemark, l'opposition était vraiment déséquilibrée. Et bah, ça a pas du tout été le cas. Au contraire, ça a même été un beau match, une histoire de penalty aussi, on le verra par la suite, mais voilà, déjà, fallait vraiment pas arriver en retard, parce que tout s'est joué dans les 5 premières minutes, première minute de jeu, but de Georg Jensen, touche longue des Danois, ils ont fait ça tout le match, c'est plus des touches, c'est des corners, des coups francs, leurs touches, laisse tomber, donc touche longue, petit cafouillage dans la surface, et Georg Jensen qui frappe à bout portant à ras du sol sur Subasic, petite faute de main, petite faute de pied, le ballon rentre, 1-0, mais les Croates, ils réagissent direct dans la foulée, 4ème minute de jeu, Rebic Rebic ou Verchalko, je sais plus, du pointard, il met un missile dans la surface, tête du défenseur qui dégage le ballon dans la tête d'un autre défenseur qui revient dans les pieds de Mandzukic, et Mandzukic qui marque à bout portant d'une demi-volée, un partout, et puis après bah plus rien en termes de but parce que c'était vraiment un match assez ouvert avec quelques occasions de part et d'autre, notamment Eriksen qui trouve la barre, même si la Croatie je trouve dominait un peu plus que le Danemark, mais voilà, c'était vraiment un match plaisant, un match assez ouvert, rien à voir avec le match qu'on a eu juste avant, mais tout s'est joué dans les prolongations, donc 1-1 à la fin du temps réglementaire, et en prolongation à la 117e minute, penalty logiquement accordé à la Croatie. Ante Rebic, clairement c'est mon joueur préféré de ce mondial, enfin du côté croate en tout cas. Ante Rebic, vraiment je le connaissais de nom, je l'avais jamais vu vraiment jouer, je connaissais de nom, il joue à Francfort, c'était un assez bon joueur, mais là franchement sur ce match-là, il a vraiment été excellent, il a fait des différences individuelles vraiment plusieurs fois, et c'est lui qui provoque le penalty, donc il est lancé dans la profondeur par Modric, il dribble Schmeichel, et il se fait tacler par derrière par Georg Jensen, le buteur danois, donc il provoque le penalty logiquement accordé, il n'y a rien à dire, et là duel, Schmeichel qui l'arrête, donc premier duel remporté par Kasper Schmeichel. À ce moment-là, je me dis que, vu qu'on se dirigeait logiquement vers une séance de tir au but, c'était la 117e minute, je me disais là, Schmeichel il a pris un ascendant psychologique pas possible sur les Croates et notamment sur Modric, parce que là il fait vraiment l'arrêt au bon moment, il arrête le penalty à la 117e, ce qui permet de donner un sursis à son équipe, et je me suis pas trompé parce qu'il en arrête 2 quand même, il fait vraiment une bonne séance de penalty sous les yeux de son père, ça aussi c'était une super image je trouve, sous les yeux de son père, on sentait la rage de son père, pour ceux qui le connaissent pas, c'était un ancien gardien de Manchester United, grand gardien danois. À côté de ça, t'as aussi Subasic qui fait aussi une grande séance de penalty. Mais la Croatie, bah, qui les marque, t'as Rakitic qui marque, Modric qui marque, qui se rattrape de son penalty. Là aussi, mentalement, faut être vraiment costaud pour le retirer après l'avoir raté pendant le match. C'était vraiment une journée avec des affaires de penalty, surtout ce match-là où t'avais un penalty en prolongation raté par la Croatie, plus une séance de penalty. Moi, personnellement,
j'aime vraiment beaucoup les pénaltys, etc. Ça met une dramaturgie dans les matchs. C'est assez cruel dans le sens où les pénaltys c'est comme la pièce, même si il y a moins de facteurs chance que pile ou face. Ça fait vraiment le charme des matchs à élimination directe où tu te dis il peut y avoir ces séances de penalty. Moi je suis totalement fan. Je vois certains qui aiment pas trop, mais bon, ça fait partie du football et pour rien au monde faudrait changer ça parce que c'est vraiment quelque chose vraiment de très très apprécié, je pense, les penalty. Donc bah en quart de finale on aura un Croatie-Russie. Personnellement j'aurais plutôt misé sur un Croatie-Espagne, mais bon, le football fait que on a des surprises. Donc Croatie-Russie, ça peut être un beau match. Ça peut être un beau match parce que je pense pas que face à la Croatie, la Russie va fermer le jeu comme face à l'Espagne. Je pense qu'elle va un peu plus jouer. Un premier quart France-Uruguay, un deuxième quart Croatie-Russie. Donc ça promet pour ces quarts de finale, c'est quand même deux belles affiches. La Russie, le pays organisateur, devant son public, c'est jamais facile de la jouer. Surtout devant Poutine. Pareil, j'ai entendu, ouais, la VAR face au pays organisateur, ça s'utilise jamais. Non, franchement, il n'y a aucune suspicion bizarre à avoir sur la Russie pendant ce mondial. Il n'y a aucune preuve, il n'y a aucun élément, on va dire, bizarre qui permet d'accuser les Russes. J'ai hâte de voir les quarts de finale. En attendant, Belgique tout à l'heure. J'ai hâte de voir ce que ça va donner parce qu'ils ont quand même été confrontés à des équipes assez faibles. Panama, Tunisie, équipe B de l'Angleterre. Donc voilà, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Pour ma part, on se retrouve pour un nouveau débrief pour les matchs de la Belgique et du Brésil. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à liker, à me suivre sur tous les réseaux. Et moi je vous dis peace.